Bonjour. Alors, on est rendu à la dernière présentation avant le dîner. Conférence qui s'appelle le TDAH en milieu carcéral, les pistes d'intervention. Conférence qui sera offerte par Mme Pascale Lébreux, qui est directrice adjointe au Centre de services scolaires de la Seigneurie d'Émile-Île, responsable des écoles Archambault Minimum et Médium, ainsi que M. André Chamberlain, orthopédagogue, aussi du Centre de services scolaires Seigneurie d'Émile-Île, et André et Ortho pour les établissements CFF et Archambault. En 2015, Mark Nefleck, enquêteur correctionnel pour le SCC, soulève dans son rapport qu'une proportion inconnue, mais que l'on pense alors importante, de la population carcérale éprouve des troubles d'apprentissage intellectuel ou cognitif, dont le syndrome d'alcoolisme fœtal et le TDAH. Depuis plusieurs années, les statistiques démontrent que près de 2 détenus sur 3 présentent des besoins identifiés en matière d'éducation à leur arrivée dans le système correctionnel. Aujourd'hui, dans les classes des écoles, le constat est clair. La surreprésentation du TDAH en milieu carcéral est un phénomène qui est de plus en plus visible. Ainsi, le dépistage des troubles d'apprentissage chez les détenus, en particulier le TDAH, devient une priorité. Donc, pour Mme Lébreux et M. Chamberlain, l'objectif de cette présentation est de sensibiliser les acteurs rapprochés et éloignés du milieu carcéral à intervenir de façon plus adaptée auprès de ces adultes qui ont tout à gagner à vivre une expérience scolaire positive. Alors, je cède la parole à André et Pascal. Écoutez, pour faire rapidement une petite histoire courte, là, il y a des gens qui me connaissent dans le milieu carcéral. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ça fait depuis 1999, j'ai commencé comme enseignante au service correctionnel avec la commission scolaire Seigneurie d'Émile-Île. Et en 2003, je suis devenue directrice adjointe. Donc, j'ai travaillé au CRR, au CFF, au minimum, au médium, au max. J'ai été un petit peu partout dans la grande région de Laval, Montréal. Donc, on finit par se faire une tête un peu sur la clientèle avec laquelle on travaille. Veux-tu, André, parler un petit peu, te présenter? Alors, je m'appelle André Chamberlain, je suis orthopédagogue. J'ai plusieurs chapeaux. Je me suis aussi occupé dans la dernière année des formations de métiers semi-spécialisés dans le fond dans les pénitenciers de Laval et de Saint-Anne-des-Plaines et aussi du cahier du cours EVR aussi. Donc, voilà. Donc, on vous présente un peu aujourd'hui le résultat de ce qu'on a observé, puis en fait, Pascal, ce qu'elle a observé dans les dernières années à travers toute son expérience. Puis moi, dans le fond, quand je suis arrivé il y a quelques années, on va pouvoir vous montrer un petit peu l'historique, dans le fond, des dernières années, ce qui s'est passé. Dans le fond, quand je suis arrivé, je voyais effectivement la grande prévalence du TDAH, mais on avait peu de chiffres pour appuyer ça. Donc, on est allé chercher des informations dans les recherches à travers le monde, à travers le Canada, à travers le service correctionnel, voir un peu ce qui existait pour pouvoir appuyer sur des statistiques et des données probantes, là, ce qu'on voyait là, depuis plusieurs années comme phénomène, puis qui nous demande, dans le fond, d'ajuster nos interventions parce qu'on ne peut pas intervenir d'une façon en enseignant, en pensant que des interventions de base vont fonctionner avec ces élèves-là. Il faut vraiment avoir une vision un peu plus large. Puis M. Gros-Louis nous a déjà préparé un peu à ça ce matin par rapport à la motivation de ces élèves-là. Mais maintenant, si on se tourne plus sur la dimension du TDAH qui est surreprésentée dans notre population en milieu carcéral, il y a des stratégies aussi qui sont propres pour ces détenus-là. Alors, voilà. Alors, donc, la surreprésentation du TDAH, comme je vous disais, elle est particulièrement importante en milieu carcéral. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'environ un détenu sur 4 présenterait un TDAH, soit environ 7 fois plus que la population adulte totale. La prévalence chez l'adulte dans la population générale, selon les recherches à travers le monde, est de plus ou moins 4 %. Alors, on est presque à 27 % selon les dernières études qui ont été sorties en 2019 par le Centre de sensibilisation du TDAH au Canada.
qui, lui, a colligé des études partout à travers le monde, 42 études. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très représentatif de l'échantillon mondial. On n'est pas juste dans ce pénitencier-là, que cette représentation-là. Non, on est vraiment dans quelque chose de global. Aux États-Unis, même dans certains pénitenciers, c'est extrêmement élevé. On parle de quasiment 50 %. Mais si on y va dans une moyenne qui est plus juste à travers le monde, puis j'ai fait énormément de recherches, mais 26 % est un chiffre très conservateur pour ce qui est de la prévalence du TDAH chez les détenus. Maintenant, le TDAH, c'est une chose, mais il y a beaucoup de symptômes qui sont associés à d'autres troubles, puis ça, on va en reparler. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, le TDAH est vraiment le point de focus pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le TDAH? On va en parler beaucoup aujourd'hui. Donc, en fait, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, quand on dit TDA seulement, bien, on fait référence à une personne qui a un trouble d'attention, qui ne manifeste pas de symptômes d'impulsivité, mais pas nécessairement pas d'impulsivité, mais pas d'hyperactivité. Là, il est moins visible dans la classe, cet élève-là qui n'a pas la dimension de l'hyperactivité. Par contre, l'élève qui souffre d'un TDA est tout aussi souffrant, puis va avoir de la difficulté aussi à réussir. Il va avoir aussi plusieurs autres troubles qui vont lui être associés. Le TDAH aussi est aussi présent chez l'adulte, dans le milieu de travail, puis évidemment, comme je vous disais, surreprésenté chez nos élèves en milieu carcéral. 5 à 8 % des enfants présenteraient ce trouble neurodéveloppemental-là. Donc, on parle d'un trouble qui est présent durant toute la vie. Hein. C'est important de le spécifier. On va dire, ben, il y en a qui ont un TDAH, mais que finalement, ça ne paraît pas. Effectivement, alors, il y en a qui vont trouver des moyens, qui vont pouvoir compenser par des stratégies qu'ils vont avoir développées au cours de leur enfance, au cours de leur vie adulte ou avec des gens qui les entourent. Ils vont avoir été outillés, puis ils n'auront pas besoin d'une médication, ils n'auront pas besoin, mais le TDAH demeure présent. Okay? Donc, c'est important. Puis le TDAH, ce n'est pas juste j'ai quelques oublis. Non, c'est un trouble. Hein? Donc, on répond à des critères diagnostiques. C'est un psychiatre ou un neuropsychologue qui va émettre ce diagnostic-là. Évidemment, ce n'est pas du tout nous à l'école qui vont faire ça. Cependant, de la façon dont le système correctionnel est fait, puis la façon dont les élèves, les détenus, quand ils arrivent, sont dépistés, le fait de déclarer un TDAH est plus fait sur une base volontaire. Donc, à la réception, on va le dire, est-ce que tu souffres d'un trouble mental sans nécessairement spécifier le TDAH? Et c'est compréhensible, mais en même temps, plusieurs ne vont pas nécessairement associer ça à un trouble mental ou s'en sont jamais fait parler ou dépendamment du milieu socio-économique d'où ils viennent, ben, on a juste normalisé cette situation-là, puis on n'en a pas fait de cas, mais ça a des impacts très, très importants tout au long de la vie adulte de cette personne-là si ce n'est jamais traité. Puis ça peut se cristalliser en d'autres troubles, dont le trouble de personnalité antisociale qu'on verra plus tard chez certains détenus TDAH. Donc, comme je vous disais, les symptômes sont présents dès l'enfance. Les déficits d'attention, on a de la misère à résister aux stimuli qui sont autour de nous, les sons, les gens qui se promènent autour de nous. On a de la misère à contrôler ses mouvements, ses comportements et ses émotions. Hein. C'est un diagnostic, enfin, qui est complexe à établir. Alors, plusieurs problématiques médicales, neurodéveloppementales et psychosociales imitent les symptômes du TDAH. Donc, quand on parle, cet élève-là, il y a un trouble d'apprentissage, cet élève-là, il y a un trouble anxieux, il y a un trouble de l'humeur, OK, mais ça s'entremêle, hein? Puis ces symptômes-là se ressemblent. Donc, dans un trouble d'apprentissage, on va avoir des élèves qui vont être plus lunatiques. Est-ce qu'ils sont lunatiques parce qu'ils se désintéressent de la matière qui leur est donnée ou parce qu'ils ont un TDAH? Hein? Donc, est-ce qu'ils ont abandonné parce que justement, ils vivaient trop d'échecs? Même chose pour les troubles anxieux. Alors, un élève qui a un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité va être plus nerveux, va être plus à fleur de peau. Donc, ça ressemble à un trouble anxieux. Donc, nous, comme enseignants, on n'est pas là pour établir un diagnostic. On est là simplement pour observer, prendre en compte ça. Mais il faut garder en tête que si on n'identifie pas ou on n'amène pas cette personne-là, j'ai même utilisé le terme identifier, mais si on n'amène pas cette personne-là à aller consulter un psychologue pour recevoir
de l'aide, recevoir un dépistage qui va lui permettre de recevoir des soins ou avoir des moyens qui sont appropriés pour l'aider à gérer cette situation-là, cette condition-là qu'elle vit au quotidien, parce que ce n'est pas juste à l'école, hein, c'est dans sa routine de vie, avec son partenaire, avec ses enfants, au travail, avec l'employeur. Ça a un impact sur tout. Donc, si on ne l'outille pas, cette personne-là, ben, on est en train de laisser de côté le traitement probablement de quelque chose qui va mener à sa réincarcération plus tard, à une récidive. Parce qu'il y a beaucoup d'impulsivité en lien avec le TDAH. Et puis, on sait que particulièrement dans notre clientèle, dans notre pénitencier à Sainte-Anne-des-Plaines, le type de clientèle qu'on a depuis maintenant quelques mois, quelques années, est beaucoup plus axé sur des crimes qui se rapprochent de ce genre de comportement impulsif-là. Et donc, ben, on a probablement une prévalence encore plus importante dans notre pénitencier d'élèves TDAH que dans la moyenne canadienne chez les détenus. Écoutez, on commence. Il y a quelqu'un qui venait de poser une bonne question vers laquelle on s'en allait. La personne demande si c'est un facteur de risque de se retrouver en prison si on a un TDAH. Bien, ce que je pourrais vous dire, c'est que on va vous présenter une image que nous n'avons pas inventée, mais à laquelle on avait réfléchi, qui est l'iceberg. Donc, voilà, notre image de l'iceberg, on a découvert qu'il y avait des gens qui avaient eu la même idée que nous de l'utiliser. Pourquoi? C'est qu'on a tous un peu un imaginaire des caractéristiques d'un détenu. Alors, dans ce nuage de mots-là, les mots qui reviennent souvent par rapport à c'est quoi un délinquant, un détenu, ben, on a souvent l'impression que c'est, oui, vraiment quelqu'un de violent, quelqu'un d'impulsif, une personne qui est désengagée à plusieurs niveaux, en tant que parent, en tant que conjoint, au niveau de la société. La toxicomanie, on connaît tous l'impact de la toxicomanie qui peut nous amener à faire des crimes. Autre caractéristique qui est en rapport avec le milieu scolaire, c'est ce que vous avez tout le monde que vous avez constaté qui travaille en milieu carcéral dans les écoles. Ce sont des décrocheurs du secondaire 1, souvent, qui nous arrivent. C'est le moment charnière où on passe du primaire au secondaire, où il y a différents enjeux. Et si l'image de nous n'est pas bonne, qu'on n'a pas de soutien dans notre famille, qu'on a des difficultés, on n'a pas des valeurs prosociales, bon, je ne vous répéterai pas les 7 facteurs criminogènes, mais tout cela peut avoir un impact. Et si on était TDAH, oui, on est impacté au niveau de la possibilité de se retrouver à l'intérieur des murs et de commettre des crimes. C'est clair, il y a des études qui le démontrent. Et déjà, en Colombie-Britannique, on a parlé des études de Naflek, qui est un chercheur du SCC, mais déjà, il avait permis à des chercheurs, des psychologues, pardon, de la Colombie-Britannique de faire le rapprochement, particulièrement par rapport à ce trouble-là, au TDAH. Et déjà en 2010, c'était clair qu'il y avait le rapprochement était là, ça a été démontré. Si on continue avec notre pointe de l'iceberg et sa face cachée, vous allez comprendre justement comment tout ça s'emboîte et qu'il y a des atomes crochus entre ces deux phénomènes. Je te laisse la parole. Oui. Alors, le TDAH, en fait, si on parle maintenant avec la même image que l'iceberg pour le détenu, alors, les 3 pôles, en fait, du TDAH, l'hyperactivité, l'impulsivité et l'autre, l'inattention, parfait. Alors, dans le fond, ici, on a simplement des petits détails là, de chacune de ces sphères-là. Ce que ça veut dire l'hyperactivité, donc agité, c'est une personne qui va parler beaucoup, qui a de la misère à rester en place. Personne impulsive, c'est une personne qui vole, qui interrompt, qui va répliquer, qui va s'emporter, difficulté à gérer ses émotions. On voit aussi qu'une statistique que j'ai trouvée intéressante,
D'ailleurs, il y a énormément de statistiques. Toutes les références de ces statistiques-là, s'il y en a qui veulent les avoir, je n'ai pas mis comme un glossaire de tout, mais j'ai colligé toutes ces sources-là dans un document que je pourrais partager aux personnes intéressées. Il faut dire que je me suis appuyé, j'ai pris beaucoup de temps pour m'assurer d'avoir des sources qui étaient fiables. Donc, si on parle du TDAH, la proportion là, à peu près là, pour perdre son emploi, donc on est environ à 55 pour une personne qui a un TDAH dans la vie, versus 23 pour une personne qui n'a pas de TDAH, évidemment identifié et diagnostiqué. Puis le fait d'être arrêté par la police, on a quasiment 3 fois plus de chances d'être arrêté par la police pour divers crimes. Là, ça peut être juste conduite avec rouler au-dessus des limites de vitesse ou ça peut être des trucs banals, mais quand même, être arrêté par la police, on a quand même 3 fois plus de chances à cause d'un TDAH. Bon, alors quelles sont les faces cachées du TDAH? En fait, de façon sommaire, là, les fonctions exécutives, donc le fait de la mémoire de travail, le fait de, dans le fond, tout ce qu'on a besoin pour gérer dans l'immédiat une situation, c'est plus difficile. Le délai aussi, au plan du développement de la personne, on a un retard de 30 hein, juste par exemple, là, au plan de la maturité sociale, on va avoir de la difficulté à s'attendre à ce qu'un jeune homme de 18 ans, par exemple, qui a un TDAH, soit mature comme un homme de 18 ans qui n'aurait pas de TDAH. Hein. On va plutôt voir quelque chose comme de l'ordre de 12, 13, 14 ans là, disons, dans la maturité sociale, là, entre autres. Bon, c'est un peu la même chose qu'on va observer, probablement pas de façon linéaire directe là, en milieu carcéral, là, parce qu'ils sont plus vieux, mais il y a quand même ce délai-là qui est documenté pour le TDAH. Ensuite de ça, le fait d'apprendre par la récompense et la punition, c'est très difficile pour cette clientèle-là. Donc, si on pense juste à un système plus coercitif, le fait comme un peu le milieu carcéral, c'est sûr qu'ils vont être beaucoup plus réticents et ça va être pas mal plus difficile pour eux d'apprendre par la force que d'autres, qu'un enfant, par exemple, ou qu'un adulte qui n'a pas de TDAH. Enfin, bien évidemment, la raison pour laquelle on va prescrire des médications, c'est à cause des déficits au niveau des neurotransmetteurs, ce qui vont affecter le comportement, qui vont affecter la capacité de cette personne-là à rester attentive. Puis la perception du temps. Hein, on sait que ces personnes-là vont souvent avoir de la misère à arriver à l'heure. Au-delà d'un. En fait, on va souvent traiter ça comme un défaut, le manque de ponctualité, mais c'est vraiment. C'est ancré, là, c'est quelque chose de biologique. On a de la misère à percevoir le temps à cause de la façon dont notre cerveau est construit. Hein. On se rappelle que c'est un trouble neurodéveloppemental. Tu peux appuyer encore, Pascal, faible tolérance à la frustration. Donc, oui, on va le voir, là, discuter à gérer ses émotions. Ce qui est important. Puis là, oui, je vais vous sortir beaucoup de statistiques ici. Encore là, ces statistiques-là, je vous ramènerai je ne les ai pas avec moi, là. Vous ne les aurez malheureusement pas aujourd'hui, mais je pourrais les transposer là, à l'Inchenard dans les prochains jours. Donc, les problèmes de santé mentale sont observés chez au moins 50 de la population qui a un TDAH, enfant ou adulte. On se concentre principalement chez l'adulte dans les statistiques que je vous propose ici parce que c'est la clientèle qu'on a comme élève à l'école. Et les statistiques les plus, disons, saillantes, les troubles anxieux, vont être là en comorbidité, donc comme deuxième trouble qui va accompagner le TDAH chez 30 de cette clientèle-là. Alors, les toxicomanies, 40 des personnes qui ont un TDAH vont abuser de substances. La personnalité antisociale, très intéressant, et c'est sur ces deux dernières statistiques-là qu'on va vraiment mettre l'emphase de notre côté. La personnalité antisociale qui est présente chez 20 de la population adulte qui a un TDAH, alors qu'elle est seulement présente pour 2 de la population qui n'a pas de TDAH adulte. C'est un trouble, dans le fond, des comportements qui prend une autre ampleur, là, la personnalité antisociale. Et enfin, le décrochage scolaire, ce qui nous intéresse encore plus à l'école. Donc, entre, disons, 27 des élèves, des adultes qui ont un TDAH
vont avoir décroché dans leur parcours scolaire, contrairement à 10 pour ceux qui n'en ont pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun entre un détenu et le TDAH? Ce qu'on peut mettre en commun, c'est que si on commence en haut au milieu, c'est une personne qui, souvent, dans la population qu'on observe dans notre pénitencier, puis qu'on observe aussi chez les détenus de façon pas complète, mais en général, vont être plus impulsifs, ont de la difficulté avec l'autocontrôle. C'est la raison pour laquelle ils vont faire des programmes, entre autres, donc pour gérer leur colère, gérer leurs émotions. On a aussi, encore en lien un peu avec la diapo d'avant, le fait de perdre son emploi. Donc, on dit que les détenus vont perdre leur emploi. C'est correct, on peut rester avec la diapo d'après. Donc, 50 dans le fond des détenus vont perdre leur emploi. Bon, évidemment, c'est sûr qu'ils vont être incarcérés, donc ça va être difficile pour eux de maintenir leur emploi pendant toute leur vie, mais le fait de perdre un emploi, d'être envoyé, ça fait partie de la réalité de 50 de nos détenus. Évidemment, être arrêtés par la police, tous le sont puisqu'ils sont détenus. Donc, on voit certains traits communs sous l'iceberg en blanc qui sont plus mis en évidence. Mais la statistique en jaune, c'est vraiment celle qui m'intéresse, et particulièrement sous les troubles anxieux qu'on voit chez un tiers de la population, un peu plus de la moitié pour les abus de substances. Donc, on voit qu'à cause des abus de substances, il y a des programmes comme le méthadone qui ont été mis en place parce que ça fait partie d'une très grande partie de la population. Donc, c'est rendu, ça fait partie un peu, comme le disait M. Gros-Louis, la réduction des méfaits, cette approche-là, dans le fond, où on va être, là, ici, c'est moins directement la réduction des méfaits comme on fait dans la rue, là, évidemment. Mais pour continuer. Donc, la personnalité antisociale, en fait, va être présente de 40 jusqu'à 75 jusqu'à 75 des détenus ce trouble de personnalité-là, ce qui est extrêmement important, puisqu'il, étant donné que ça concerne le 3/4 de nos détenus, et là, je spécifie, de nos détenus qui ont un TDAH. OK? C'est important. Donc, ces détenus-là qui ont un TDAH peuvent avoir jusqu'au 3/4, selon les statistiques mondiales, une personnalité antisociale qui vient avec des traits particuliers où on ne peut pas intervenir de façon standard avec ces personnes-là. Ça demande une formation continue, ça demande des psychiatres qui sont là, auxquels on peut se référer, ou des intervenants qui sont habitués de travailler avec cette clientèle-là, parce qu'ils vont beaucoup jouer très grande difficulté avec l'empathie. C'est des personnes, dans le fond, qui vont... ça coule comme sur le dos d'un canard, là, les interventions qu'on fait. Donc, il faut faire attention au syndrome du sauveur dans ce temps-là avec ces clients-là. C'est sûr que c'est un challenge en enseignant en milieu carcéral, on le sait tous, là. Mais quand on voit ces statistiques-là, on peut comprendre pourquoi. Et enfin, extrêmement important, les détenus TDAH ont jusqu'à 85 de risque d'avoir décroché. Et là, c'est très important parce que nous, ici, au service correctionnel, on a la directive du commissaire 720 qui dit que si un détenu a décroché, donc il n'a pas terminé son secondaire 5, il doit s'engager dans un processus scolaire. Alors, quel type de clientèle on a dans nos écoles? Bien, on a ça. Parce que jusqu'à 85 des détenus qui ont un TDAH, ils ont décroché. Souvent, ils ne savent pas. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a quand on va observer après plusieurs mois, puis on va dire OK, il y a plusieurs traits. On remet une requête, va consulter, ça vaudrait la peine. Mais en fait, on va discuter parce que souvent, il y a une méconnaissance, il y a un manque d'éducation par rapport aux services que les professionnels en psychologie peuvent leur apporter. Donc, c'est important de les éduquer aussi de ce côté-là, selon ce que j'observe. Alors voilà, on peut continuer. Excuse-moi, André. On a une question dans le chat que je trouve pertinente et on demande qu'est-ce qu'une personnalité antisociale? Peux-tu en parler un peu plus, s'il te plaît? Écoutez, je n'ai pas fait, je ne m'avancerai pas de façon officielle là-dessus. Pascal connaît quand même assez bien ce trouble-là pour l'avoir côtoyé, mais disons que sommairement, on parle d'un très grand... l'empathie est très, très faible ou inexistante.
chez ces détenus-là qui ont ce trouble-là qui est diagnostiqué. Mais je ne sais pas si, Pascal, tu peux éclairer ou on pourrait revenir aussi avec des réponses un peu plus précises. Oui, mais oui. Écoute, c'est quelqu'un qui n'a pas des comportements prosociaux. Alors, au niveau de ses valeurs, au niveau de ses attitudes, qui n'aime pas le contact, qui a des difficultés relationnelles sévères. Je pense que nos agents de programme qui sont à l'écoute aujourd'hui pourraient longuement nous en parler, mais ça résume à peu près ça. Bon. Aussi, vous pouvez aller voir la définition dans le DSM-4, mais ça tourne à peu près autour de ça. Oui, puis je pense que quelqu'un a mis un lien pendant qu'on parlait. Alors, d'ailleurs, le trouble de la personnalité antisociale, donc, bien que je ne vous le définisse pas ici, puisqu'on avait plusieurs choses à vous dire, donc, on note quand même une prévalence exponentielle entre la population adulte régulière et le détenu, qui, lui, peut avoir jusqu'à 75 de cette prévalence-là. Donc, 2, 20, 75, extrêmement important. Et enfin, le décrochage scolaire, ce dont je vous parlais un peu plus tôt, ce sont nos élèves en milieu carcéral, puisque jusqu'à 85 d'entre eux ont décroché. Alors, il faut en tenir compte. Puis, il faut tenir compte du fait que plusieurs d'entre eux, tu sais, le TDAH a comme une presse un peu brouillonne, là. Puis il y a eu aussi dans notre culture au Québec des surdiagnostics dans plusieurs, à cause de la façon dont notre système scolaire est fait, parce qu'il y avait des diagnostics, des services débloquaient. Donc là, il y a eu, tu sais, puis encore aujourd'hui, il y a encore, moi-même, par la pratique privée que je fais, je vais souvent avoir des jeunes secondaires que je vais rencontrer, puis bon, ils ont un diagnostic de TDAH. Mais avec le temps, on se rend compte que bon, c'est un trouble d'apprentissage, il y a de l'anxiété, il y a un milieu familial qui est instable à ce moment-là. Ça n'invalide pas du tout le diagnostic, mais ça fait en sorte que, disons qu'en outillant l'élève, c'est pas toujours, ça va pas nécessairement toujours jusqu'à se manifester comme un trouble handicapant. Hein, c'est important de dire que le TDAH, c'est une situation qui est handicapante. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'au fil des ans, les acteurs au niveau du milieu carcéral, quand on reçoit les détenus à l'école, avant, on pouvait les sentir de loin, mais on n'avait pas de preuves ou d'indications claires. Et peu à peu, la clientèle a rajeuni dans les pénitenciers. Et les gens, les détenus, sont arrivés avec déjà des diagnostics en les questionnant. Quand on pose maintenant à chaque détenu qu'on admet à l'école, si plus jeune, il y a déjà eu des troubles d'apprentissage, quels qu'ils soient. Et dorénavant, on a une grande partie de la clientèle qui est capable, au niveau de l'autonomination, parler de ça, de ses besoins, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et quand on y va avec un recul et qu'on pense à certains détenus qui sont dans les établissements depuis 15-20 ans et qu'on remet ça en lumière, on dit hey, on lui montre le profil du TDAH, puis il y en a plein par hasard qui sont tombés sur de la documentation, qui sont venus me voir et ont dit hey, moi, je me rends compte là, que je pense que je le suis, TDAH. Je lis les critères, je lis. Oui, il y a une partie de la population carcérale qui n'a jamais été diagnostiquée et qui apprend et découvre, hein, parce qu'elle n'est pas sortie depuis 20-25 ans, qu'il y avait une partie de son comportement qui pouvait être liée à son TDAH. Évidemment, on n'est pas là pour dire que ceci excuse cela, mais c'est un phénomène qui a toujours été présent. Ce n'est pas nouveau là, de dire parce que c'est à la mode, le TDAH, on en voit partout. Non, la tomographie du cerveau est en constante évolution et depuis qu'on suit de très près, qu'on a une veille sur tout ce qui se fait au niveau du TDAH, de plus en plus, on est capable de raffiner, de spécifier la chose et les TDAH ont toujours été présents en milieu carcéral, des gens qui avaient ce trouble-là. Donc, c'est pour ça qu'on a un intérêt vraiment à continuer à puiser là-dessus et à penser à adopter, quand c'est possible, adapter nos services. Fait que le développement de nos services, c'est ça. C'est grâce aux études qui ont été faites par NAFEC, ça nous a donné un éclaircissement
sur ce qu'on sous-entendait depuis longtemps. Okay? Et ça nous a permis d'avoir faire certaines représentations avec la coordination provinciale auprès du ministère de l'Éducation, qui, de toute façon, allait à court terme donner de l'argent pour les services complémentaires. Et quand ils ont pris connaissance de combien les spécificités de notre clientèle au niveau des troubles d'apprentissage et tout ça, ils ont dit, ben vous, là, on va vous le donner une année d'avance parce qu'on voit que vous avez un taux pas mal plus élevé que dans une école ordinaire. Donc, le SCC aussi a contribué et on a pu créer un groupe qui a fait l'écriture du référentiel d'intervention visant à soutenir les élèves à besoins particuliers et l'embauche d'un orthopédagogue qui est entré. Le référentiel, pour ceux qui ne l'ont pas consulté, c'est un document vraiment qui va vous donner, c'est une boîte à outils extraordinaire qui est disponible au niveau de la section carcérale dans le carrefour On a le HEA. lien. Oui, on a le lien à la fin de la présentation. Après ça, donc ça a été une première année. Par la suite, ce qu'on a fait avec l'embauche d'un orthopédagogue, ça a été de créer un lien avec le centre de soins parce qu'à l'intérieur de chaque établissement, il y a un centre de soins, il y a des psychologues. C'est une petite ville, hein, vous le savez, tous les services, plusieurs services sont là. Fait que ça a été tranquillement à eux de les approcher et de dire, on peut-tu vous aider, on peut-tu travailler ensemble? Nous, on s'occupe du niveau scolaire et on remarque des choses sur certaines personnes. Peut-être que ça pourrait vous aider dans notre vision, les infos qu'on a, dans le fond, les facteurs qu'on a, pourraient vous aider dans l'aide et le traitement de ces gens-là. Alors, c'est ce qu'on a fait. Et André a passé, si on peut dire l'expression, à tous les détenus pour qui on avait une certaine appréhension, la SRS, qui, si tu veux oui, c'est ça. Dans le fond, la SRS, c'est un outil d'auto-dépistage du TDAH pour les adultes. Les adultes, n'importe quel adulte peut passer par lui-même ce test-là, qui est disponible sur Internet, qui est reconnu, qui est utilisé même par l'équipe de psychologie. En fait, c'est vraiment reconnu ce test-là. C'est juste que la particularité, c'est que c'est disponible à tous. Bon, alors on répond à certaines questions, puis ça nous donne un indice si ça vaudrait la peine d'investiguer davantage pour poursuivre, dans le fond, des démarches en vue d'un diagnostic de TDAH. Donc, tous ceux qui indiquent, dans le fond, là, avoir des difficultés d'attention, au lieu de leur faire passer par eux-mêmes le test, je vais plutôt diriger en posant des questions parce que la nature étant ce qu'elle est, il y a certains gars qui vont vouloir absolument faire avancer ça, mais par certaines questions, souvent, moi, je vais comme... je me rends compte que, bon, est-ce qu'on investigue davantage ou, bon, continuer à te présenter à l'école, on va continuer à t'observer, sois présent à tes cours, puis on va se reparler dans à peu près 2 mois, voir si cette condition-là perdure. La plupart du temps, je vous dirais que les gars vont coter fort, puis quand c'est le cas, bien là, je vais aviser le département de soins, puis vous allez voir un peu le détail là, plus tard dans les diapositives de comment je fais ce processus de référencement-là et de communication avec le service de centre de soins. Ça, nous, ça a été notre façon de fonctionner qui nous a permis de travailler de plus en plus en étroite collaboration avec différents services dans l'établissement, pas juste le service de psychologie, les ALC, certains instructeurs, aussi les gens qui s'occupent d'éducation spécialisée qui nous contactent, les infirmières en santé mentale, les centres de soins. Alors, les agents de liaison autochtones aussi. Oui. Donc, de plus en plus, sachant qu'il y a une ressource qui regarde ça sérieusement, ce n'est pas au premier la POC qui va avoir des pilules ou c'est loin de là, on documente. Donc, pour les gens qui utilisent le système de gestion des délinquants, bien, ça va être dans SGD, à l'onglet Troubles d'apprentissage. Par la suite, 2020-2022, bon, nous, on collecte localement des données et
On confirme, comme partout un peu dans le monde, ça a été confirmé dans les autres établissements carcéraux, qu'il y a vraiment une surreprésentation du TDAH dans nos élèves. Localement, on est à 29 en 2020. On raffine nos outils. Maintenant, on serait environ à 34 recommandations faites au SGD afin de mieux identifier les besoins éducatifs des détenus. Bien, par l'orthopédagogue, il y a des choses qui sont ajoutées à ce niveau-là. Partage de nos pratiques d'adaptation scolaire à l'échelle provinciale à travers des tables de concertation, tout ça, bien, c'est ça, on essaie d'être un pôle d'influence ou de référence à ce sujet-là. Et dans notre fameux document, notre fameux référentiel que je vous parlais tout à l'heure, bien, à la base de ce référentiel-là, il y a un modèle qui est appuyé sur le modèle RAI en milieu carcéral que je vais laisser André vous parler. Parfait. Alors, le modèle de la RAI, c'est un modèle, la réponse à l'intervention. C'est le nom de cette technique-là, dans le fond, d'intervention dans les systèmes scolaires. C'est rien de nouveau, hein? C'est basé encore là sur les données probantes. Puis, c'est un modèle d'intervention qui a fait ses preuves dans les dernières années, qui a permis ceux qui ont le plus d'impact sur la réussite des élèves. Donc, dans le fond, brièvement, là, le niveau 1 devrait correspondre, dans le fond, quand un enseignant est devant une classe et qu'il donne une intervention qui répond à la RAI, il enseigne les mathématiques, par exemple, il enseigne les additions. Sa technique d'enseignement devrait faire en sorte que 80% de ses élèves comprennent. Si c'est en bas de 80%, il faut qu'il s'ajuste, puis il faut qu'il change sa façon d'enseigner. On revient un peu à ce que M. Gros-Louis disait ce matin, c'est l'enseignant qui s'adapte et non pas l'élève qui doit s'adapter. Donc, l'enseignant s'adapte pour que 80% de ses élèves comprennent son intervention. Ça ramène la responsabilité à l'enseignant. Ça, c'est le niveau 1, les interventions universelles. Après ça, niveau 2, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'il y a 15% des élèves de la classe, parce qu'évidemment, 80%, ce n'est pas tous les élèves. Il y a 20% qui ne répondront pas à cette première intervention de base-là. 15% d'entre eux vont avoir besoin simplement d'accompagnement, peut-être en sous-groupe, pour répondre à l'intervention puis comprendre finalement le processus d'addition. Puis enfin, il y a un 5% qui, eux, vont avoir besoin d'intervention individualisée. C'est là que mon rôle entre en jeu en milieu carcéral, puisqu'on a quand même des petits groupes. Donc, la plupart du temps, les enseignants vont être capables de faire des petits groupes dans leur classe, puis enseigner de façon un petit peu plus rapprochée aux élèves si l'enseignement magistral donné à tous n'a pas fonctionné. Alors ça, c'est brièvement ce que c'est la RAI. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, en fait, en milieu carcéral, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme illustré un peu comment on fonctionnait avec tous nos élèves quand ils arrivent à l'école. Sur le principe de la RAI, je vous l'illustre un peu de cette façon-là. Donc, tous les détenus, tous les détenus, dans le fond, arrivent, ils sont entourés de leur agent de libération conditionnelle puis de leur reste d'équipe de gestion de cas. Ils ont une évaluation initiale, ils arrivent pendant un certain temps, puis on va déterminer s'ils doivent se suivre, dans le fond, des études pour atteindre leur secondaire 5 parce qu'ils ne l'ont pas atteint. Si c'est le cas, c'est les élèves qu'on va voir, ils devront s'impliquer dans un parcours scolaire. Tout ça m'a aidé aussi moi-même à comprendre un peu comment ça fonctionnait, le système, quand je suis arrivé, puisque j'avais de la misère un peu à saisir toutes les nuances. Donc, en fait, ce qu'on a fait, nous, à l'école, ce qu'on fait à l'école, dès l'arrivée, dans nos interventions universelles, on va dépister les troubles d'apprentissage chez tous les détenus qui arrivent. On va présenter des services d'orthopédagogie qui leur sont disponibles au besoin. Ce n'est pas tous les élèves qui vont avoir besoin, mais quand même, plusieurs d'entre eux vont en avoir besoin à cause du fait que jusqu'à 85% d'entre eux ont décroché de l'école. Hein? Puis, en fait, ils sont là pour ça. S'ils n'ont pas fini leur secondaire 5, en fait, c'est toute notre population. Donc, ils ont tous potentiellement besoin d'aide d'un orthopédagogue, probablement. Puis, plusieurs d'entre eux n'en ont jamais eu. Ils n'ont pas eu accès pour diverses raisons. On va présenter les services d'orientation professionnelle pour les ramener à leur objectif. Pourquoi ils vont à l'école? Pour avoir une job. Puis, qu'est-ce que ça prend comme formation pour faire ce métier-là? Puis, enfin, on va offrir des cours simples à tous les détenus pour leur permettre de vivre une première réussite éducative. Hein? Donc, le EVR fait partie de ces cours-là, dont on parlait un petit peu plus tôt. Il y a des cours de révision en mathématiques, en français, en anglais.
Ces cours-là visent à faire vivre une première réussite aux élèves. Suite à ça, quand le détenu embarque à l'école, bon, évidemment, il rencontre la direction d'école. La direction d'école va référer suite au processus d'admission à l'enseignant approprié, dépendamment de la matière que l'élève veut faire. Puis, on entoure cet élève-là de plusieurs, on lui propose des services qui pourront lui être utiles. On a le conseiller en orientation, on a le service SAMI, puis l'agent de libération conditionnelle, puis les employés du SCC, on tente de les impliquer le plus possible dans ce processus-là en établissant une communication régulière avec eux. Alors, en classe, qu'est-ce que l'enseignant fait? Qu'est-ce qu'on met en place en classe? Mais en fait, d'abord, on a des petites classes, ce qui aide donc à faire un meilleur suivi puis à développer une relation entre l'enseignant et l'élève. Ensuite de ça, bien, le temps de classe, au besoin, peut être écourté pour certains élèves qui ont des difficultés importantes de concentration. Comme je vous rappelle, nous, c'est vraiment particulier, mais il faut se dire que, bon, selon le type de sentence, comme je vous disais, on en a peut-être une prévalence un peu plus importante chez nous. Il reste que le regard qui est apporté, c'est que 26% à l'échelle mondiale là, des détenus auraient un TDAH, ont des besoins au plan de la concentration plus importants, ont des difficultés plus importantes au plan de la concentration et de l'attention. Il faut se dire que, dans le fond, à travers les réunions, on va faire des formations continues auprès des enseignants puis des intervenants en discutant avec eux. Moi, je vais régulièrement faire des appels à des ALC. Je vais aller voir les instructeurs en milieu de travail de par ma fonction. Je m'occupais des FMS pour voir un peu comment est-ce que le détenu collabore, comment est-ce que sa concentration est. Puis, je vais souvent avoir un feedback qui va me permettre de pister, puis d'amener le détenu s'il vit encore là un trouble, puis il a un handicap au plan de sa concentration, à aller consulter quelqu'un. On préserve un environnement de travail calme, puis au besoin, on va réviser et épurer les cahiers de travail qu'ils ont à faire pour justement qu'ils ne soient pas surchargés de matière, que dans le fond, ça fait encore partie des adaptations que nous avons à faire pour répondre à ces élèves-là, répondre aux besoin de ces élèves-là, adapter le matériel pédagogique pour faire vivre des réussites et que le matériel soit intéressant, imagé, pas dole, surtout pas. Ces élèves-là en ont vécu des difficultés, puis on a besoin de mettre en place des trucs qui sont intéressants pour eux, sinon ils vont décrocher. Alors, si ça ne fonctionne pas, encore là, ça faisait toute partie des interventions de base qu'on met pour 80% dans le fond de notre population. C'est là que mon rôle de suivi plus individualisé va embarquer. C'est ça un peu le deuxième niveau, si on veut, dans notre RAI à nous. Donc, en me basant sur le référentiel, je vais rencontrer le détenu, je vais prendre en note son historique scolaire, je vais indiquer tout ça, tout ce qui a rapport avec son parcours scolaire, les informations qui pourraient être utiles pour tous les autres intervenants qui vont retravailler avec ce détenu-là dans le SGD. Alors, dans les onglets, moi, j'ai beaucoup investi parce que ce logiciel-là, puisque je me dis que c'est le logiciel par lequel nos détenus souvent vont transférer. En plus, on est rendu à un établissement d'accueil, donc les détenus arrivent, nous autres, on les voit. Moi, souvent, les cas les plus problématiques, je vais les rencontrer. Puis, bien souvent, il n'y a pas de notes qui sont laissées. Je vais ouvrir, le gars, ça fait des années qu'il est là, mais il n'y a aucune note sur les troubles d'apprentissage. J'essaie d'en parler le plus possible pour que vous ayez consulté, vous allez voir la chronologie des interventions. Ça fait en sorte qu'on assure un suivi puis qu'on a des interventions cohérentes entre les différents pénitenciers. Alors, qu'est-ce que je fais donc? Je vais créer un lien. Je vais créer un plan d'intervention académique, bon, puis je vais surtout créer un lien, comme je disais, avec ce détenu-là pour qu'il puisse venir me voir. C'est trop difficile, les interventions qui sont faites à l'école, dans sa classe. Puis mon rôle, dans le fond, ça va être juste comme d'être le filet de sécurité avant qu'il quitte. Ça, c'est bien important. On veut éviter le décrochage. Pour ceux qui ont besoin, je vais faire passer la SRS. Je vais mettre en place des objectifs scolaires réalistes avec lui. Donc, oui, via le cours AVR, mais pour certains, ça va être juste à travers une discussion, à travers le lien que je vais établir avec eux. Rappeler les services qui existent, rappeler aussi la pertinence des requêtes faites au département de psychologie si, souvent, les gars vont venir me voir, j'ai de la misère à dormir, je ne mange plus bien, je suis arrivé ici, ça fait 4 semaines, j'ai parlé à personne. Donc là, on est comme un peu cette bouée-là à l'école. On les reçoit, puis on va discuter avec eux autres, puis on essaie de faire acheminer certaines demandes pour créer un lien, parce que pour eux, leur besoin immédiat, là, l'urgence, c'est ça.
je veux suivre telle formation avec Corcan. Je ne suis pas Corcan, mais je veux dire, je vais faire cette étape-là de plus pour l'amener à rester avec moi, à me faire confiance. Puis qu'éventuellement, quand il va avoir des difficultés scolaires, bien, qu'il reste et qu'il se raccroche. Voilà. Ça, c'est bon. C'est pour, Puis en classe, bien, dans le fond, c'est ça, je vais proposer des moyens aux élèves pour qu'ils restent en classe, qu'ils fassent leurs travaux. Donc, on a des coquilles anti-bruit, on a des balles anti-stress, on va proposer des horaires de travail scindés avec un time timer. Puis, enfin, bien évidemment, je vais communiquer régulièrement avec les enseignants pour vérifier comment l'élève répond à l'intervention. C'est toujours ça mon intention, de voir cette intervention-là que je fais de deuxième niveau, elle répond-tu, ça fonctionne-tu. Et si ça ne fonctionne pas, ben là, je vais tranquillement me diriger vers le dernier niveau. On n'est pas encore rendu, mais là, donc, la passation de la SRS, bon, tout ça, et on va se passer au troisième niveau, qui, lui, sera la référence, dans le fond, à l'équipe de santé mentale. Donc, j'envoie un courriel, je mets en copie conforme toutes les personnes concernées, celles qui sont indiquées ici dans les petits nuages, puis je vais joindre la SRS, je vais joindre mes observations que j'ai colligées dans les dernières semaines. Et au début, évidemment, c'était très rouillé. Là, je veux dire, il n'y avait pas de... ça a pris beaucoup d'échanges avant que cette roue-là devienne un mécanisme qui fonctionnait mieux. Puis de plus en plus, là, on a vraiment des échanges constructifs, positifs avec l'équipe de santé mentale. On est vraiment contents. On a des élèves, c'est sûr, ils ne peuvent pas tous réussir leur secondaire 5. Hein. On va leur donner des bougies d'allumage. On va essayer de faire en sorte qu'ils soient intéressés à s'impliquer dans un parcours scolaire ou juste simplement à vivre des réussites puis à reprendre confiance en eux. Fait que dans le fond, c'est ça. Le résultat de tout ça, c'est une reconnaissance systémique des difficultés d'apprentissage des détenus qui vont mener à des interventions éducatives plus adaptées. Tu sais, les gars qu'on a, ils ont des difficultés d'apprentissage, puis moi, je les note, ils sont marqués là. Ça va un gars qui a bien de la difficulté, allez voir dans le GD, allez voir qu'est-ce qui a été colligé sur lui. Écrivez-moi un courriel s'il est passé par le parfait temps des plaines. Mais c'est ça, tu sais, ça vaut la peine de faire ça. C'est long à faire, mais c'est ça. Donc, les interventions de l'école à la sortie des gars, juste un petit rappel, dans le fond, de ce qu'on fait pour souligner la réussite. Donc, évidemment, là, comme je vous disais, on va laisser un historique de toutes les interventions qui ont été mises en place dans le GD. On célèbre évidemment nos élèves finissants à la fin de l'année aussi pour les cours qui ont été réussis. Puis, c'est ça, évidemment, donc tous les gars qui vont poursuivre un parcours scolaire à l'extérieur, ben, on va les encadrer. On a une ressource qui est de retour avec nous, Samy, donc qui va pouvoir les accompagner dans leur transition vers leur école de formation à l'extérieur. Plein de gars qui vont me dire je veux travailler avec les engins forestiers, j'habite dans telle ville. Pendant un certain temps, on n'avait pas ce service-là. Donc, encore là, ça faisait partie de créer un lien. Bon, tu sais, je prenais un peu ça, mais tu sais, c'est sûr que si on fait juste rester très académique, très expert dans notre façon d'intervenir, avec ces élèves-là, on arrivera rarement à quelque chose. Hein? Je pense que c'est peut-être le pont à créer entre ce que M. Gros-Louis disait et ce que nous, on dit aujourd'hui. L'importance, dans le fond, de se positionner comme étant un acteur qui va aider l'élève dans son cheminement, dans ce qu'il est prêt à faire. C'est sûr que, je veux dire, on a chacun une expertise. On enseigne les maths, le français, l'anglais, même moi comme orthopédagogue, mais il faut élargir pour établir ce lien de confiance-là qui va mener à quelque chose, ultimement, qui va mener à l'engagement de ce détenu-là, avoir confiance en l'autorité, puis peut-être éventuellement ne pas récidiver. Quelles sont vos questions? Je sais qu'on a parlé beaucoup, là. Il reste un 5-6 minutes. Et aussi, si vous avez des pistes que nous n'avons pas fouillées ou développées, que vous avez de votre côté aussi des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager. On n'a pas la science infuse, mais Absolument. on a essayé de faire un gros déblayage de terrain. Ça en vaut la peine parce que dès qu'on accueille les gens et en tenant compte de leurs spécificités, eh bien, c'est une façon, ça aussi, de les aider à s'accrocher à l'école. Fait que là, on vous laisse la parole parce qu'il reste 5 petites minutes. Non, j'étais juste curieux quand que vous parliez tout à l'heure de diagnostiquer au début les troubles d'apprentissage. J'étais curieux de savoir quelles ressources que vous avez
Parce que, mettons, comme nous autres, j'en ai une de mes élèves que je suis sûr qu'elle a quelque chose, mais sa langue maternelle, c'est l'arabe. Elle a appris l'anglais sur le tas ici. On s'entend que je suis très limité dans ce que je peux faire. Puis même juste rencontrer des psychologues, leur agenda est déjà tellement chargé que souvent, c'est aux 2 semaines. Fait que pour ce qui est du diagnostic, nous autres, on n'a pas de ressources. Même pour les diagnostics de troubles d'apprentissage, c'est extrêmement. En fait, on n'en a pas. Même s'il y a des ressources, il y aurait un neuropsy qui est là. On va faire du dépistage. OK? Puis en fait, ce qui est important surtout, sachant le type de clientèle qu'on a, on ne peut que penser à adapter selon la RAI. Donc, si on a des gars qui ont. Ils ont probablement tous la difficulté en lecture. Ben, on ne donnera pas un cahier avec plein de textes super condensés. C'est ça un peu le mindset. Parce qu'on c'est sûr que ça serait beau d'arriver avec un diagnostic de dyslexie, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce diagnostic-là concrètement sur le terrain? Ben, on va adapter nos interventions, puis ça demande juste un caring supplémentaire. Moi, je crois beaucoup à la conception universelle de l'apprentissage, la CUA. Si vous avez eu l'occasion de ce concept-là, dans le fond, dit que dans le fond, on essaie de, quand on crée du matériel pédagogique, on pense à tous les détenus, à tous les types d'élèves, pour que tous les types d'élèves puissent se débrouiller le plus possible. Dans l'idée de 80% on ne peut pas tous les ratisser, là, mais je vais faire un cahier qui va être espacé, qui va être aéré avec des images. Pour attirer l'attention. Quelqu'un qui est super bon à l'école, ben, ça ne changera pas grand-chose. Il pourrait se débrouiller avec un texte hyper dense. Mais ça ne fera pas de tort d'avoir quelque chose d'aéré, puis de beau, puis d'intéressant. Mais la personne qui a des difficultés d'apprentissage, elle va bénéficier de ça. C'est un peu c'est un peu ça, dans le fond, notre optique, parce que, pour répondre enfin à ta question, on ne diagnostique pas vraiment, mais on va plutôt adapter notre façon d'enseigner pour l'ensemble des élèves. OK, merci. Dani Gibault, une question ou une intervention? Oui, bonjour. J'ai une petite question pour le système SGD. Est-ce qu'on l'a aussi au provincial ou qu'on peut aller voir les informations que vous avez indiquées si le gars est déjà passé par le fédéral avant ou un système semblable qu'on puisse aller mettre nos observations aussi? Je vais l'apprendre. Oui, ben, on n'est pas bien placé pour répondre à cette question-là, au sens où, non, au provincial, ce système-là ne communique pas avec le provincial, mais il faudrait que vous regardiez du côté de vos ressources ou de votre coordonnatrice provinciale, voir comment tout ça pourrait être colligé. Merci beaucoup. L'INESCA dit qu'ils ont, un accès restreint à SGD, le provincial. Supposément, ça serait intéressant. Si vous l'avez, ça serait sous l'onglet « Programme ». Après ça, « Scolarité » ou « Niveau scolaire ». Et par la suite, il y a une vous savez, SGD, c'est sous-catégorie et qui serait « Trouble d'apprentissage ». Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire pour le processus, le rendu là. Merci. Et dans le clavardage, Nathalie Bernier a une question. Elle aimerait savoir si un modèle de pensée pour l'aide aux personnes TDAH en programme correctionnel. J'aimerais aussi savoir s'il y a des réflexions de fait en ce moment pour dispenser des programmes via visioconférence pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. Merci à l'avance. Alors, peut-être juste commencer dans la visioconférence, mais je pense que la technologie n'est juste pas là présentement, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a au fédéral une boîte à outils qui s'adresse aux employés qui donnent des programmes ou aux instructeurs pour aider à travailler avec les détenus qui ont des troubles d'apprentissage. Je sais que cette boîte à outils-là existe à travers votre Infonet. C'est à peu près ce qu'il y a actuellement, ce que j'ai vu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre placé pour répondre à cette question-là. Là. C'est sûr que, je veux dire, moi, étant, en tout cas pour les agents de libération, pas les agents de libération, les agents de programme qui sont à Archambault, moi, je suis toujours disponible là, pour répondre à vos questions. Si vous en avez, de m'écrire. Si vous avez des besoins de stratégie pour intervenir auprès de certains gars, on peut échanger là-dessus. Puis en même temps, souvent, certains gars qui sont en programme sont passés par l'école, donc on a différentes stratégies à proposer aussi. Oui, et dans certaines autres écoles en milieu carcéral au fédéral, il y a aussi des orthopédagogues. Il n'y en a pas
une tonne, mais il y a d'autres endroits qui en ont. On pense à Drummondville, entre autres. Oups, je n'ai pas d'image. Autre question? On va clore là-dessus. Ah, j'ai vu qu'il y a 2 nouveaux messages. Est-ce que cette boîte à outils pourrait être utile pour le provincial? Comment se la procurer? Oui, elle pourrait être utile, mais il y a une boîte à outils comparable ou peut-être encore plus pointue. Ça serait vraiment d'utiliser le lien qu'on pourrait vous remettre, qui est le document, notre fameux guide d'intervention. Il y a beaucoup d'outils dans ce guide-là, autant pour faire du dépistage pour différents troubles d'apprentissage, évidemment, c'est jamais... Ah, ben voilà, merci d'avoir mis le référentiel. Exactement, il y a plusieurs définitions de chacun des troubles d'apprentissage chez l'adulte, des petits dépistages possibles à être faits avec eux et des stratégies d'enseignement. Moi, je vous enlignerais plus vers ça que la trousse du fédéral, elle est bien, mais elle est moins complète que celle-là. Et les gens du fédéral qui ne travaillent pas en milieu scolaire, n'hésitez pas aussi à aller la télécharger. Là. Ça a été fait en collaboration avec des sommes du MELS et du SCC. Alors, le lien est dans le chat. Y a-t-il des gens qui aimeraient partager des éléments particuliers qu'ils ont fait pour aider leur clientèle avec des troubles d'apprentissage, soit au niveau du DTH ou d'autres troubles, ou des éléments supplémentaires à rajouter? Nous, André et moi, on va continuer notre veille à ce sujet-là et sûrement dans 1 an ou 2, on pourra vous en faire le suivi. Mise à jour. Oui. Ça évolue tout le temps. Voilà. Dernièrement, juste pour terminer, il y a un psychiatre en France qui a évalué que 40% des détenus qui sont des longs sentencés ont aussi un trouble du TDAH. Alors, ça aussi, c'est très parlant. C'est les sentences à long terme. Par hasard, il y en a jusqu'à 40% qui ont obtenu ce diagnostic-là. C'est tout un autre aspect. Fait que voilà. Merci. Drummond. Oui, c'est ça. Merci à vous deux. Vous avez des beaux commentaires, Pascal et André, dans le fil de conversation. Donc, merci pour la belle présentation. Sujet fort intéressant. Donc, si vous consultez le fil de conversation, vous avez tous les liens pour avoir l'étude de M. Nafek, aussi le référentiel en milieu carcéral. Donc, merci encore.